mais la base qui est comment est-ce que je contacte les gens, quels sont les sujets qui vont faire qu'ils vont me répondre ou pas me répondre, quels sont le moyen de faire que demain j'ai une phase de découverte et que je puisse vendre. En fait, tout ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait un énorme changement. Il y a plein de méthodes qui arrivent. Il y a des solutions, on va parler de Medic, Customer Centrics, de Spin Selling, etc. La réalité, c'est que ça reste des moments où tu as besoin de comprendre qui est-ce que tu as en face de toi et quelle valeur tu vas pouvoir lui apporter. Donc après, ça peut prendre le nom qu'on veut, l'outil qu'on veut ou quoi que ce soit. Je pense que les basiques restent fondamentaux et qu'on nous facilite juste la vie avec plein d'outils et de méthodes différentes. Tu parles de béquille, pour moi, c'est plus qu'une béquille, c'est une mauvaise jambe de bois si tu connais pas la technique, quoi. C'est un mauvais calcul que de se dire que tu vas pallier la technique avec l'outil. L'outil permet d'être efficace quand tu maîtrises la technique. Faire du cold call ou de la prospection mail, mais sans comprendre que la personnalisation est ultra importante dans la manière dont tu le fais, que tu vas devoir travailler sur les enjeux de ton prospect pour qu'il ait un intérêt à t'écouter. Très clairement, ça ouvre. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou encore la transition énergétique. Dans ce 15e épisode, je reçois Arnaud Gagne, Country Manager France chez Iconoclast, une école de vente basée sur la pratique et accessible à tous. Avec Arnaud, nous avons décortiqué les mécaniques de l'appel à froid ou encore appelé cold call pour vous livrer une mini masterclass exceptionnelle sur cette pratique. On a aussi parlé d'un sujet peu souvent abordé, comment réussir le management de ses commerciaux quand on est débutant. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager et donc pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage toujours à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, me laisser un avis ou m'envoyer un petit message de soutien. Ça fait toujours plaisir et je le partagerai avec les auditeurs. Enfin, pour recevoir gratuitement une fois par semaine des conseils en or pour réussir dans la vente et devenir irrésistible sur le marché du travail, va t'inscrire sur newsletter.systemsales.fr. Je vous mets le lien dans la description. Allez, je vous laisse en compagnie d'Arnaud, le maestro du cold call, dans ce nouvel épisode de System Sales. Bonjour Arnaud. Salut Mathieu. Je suis ravi de t'avoir parmi moi-même dans ce nouvel épisode de System Sales. J'ai interviewé Amina, j'ai interviewé Antoine dans d'autres épisodes et ils m'ont tous les deux dit il faut absolument que tu interviewes Arnaud Gagne. Donc, j'ai d'abord été vérifier ton profil LinkedIn pour vérifier que tu étais bien ingénieur parce que c'est la ligne éditoriale du podcast et c'est comme ça. Et donc, je suis ravi de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement aux auditeurs ? Ouais, avec plaisir. Merci Mathieu. Merci à Amina et Antoine. Pour me présenter rapidement, je vais essayer de faire court et rapide. Donc Arnaud Gagne, 42 ans, je suis Country Manager France chez Iconoclast, une école qui forme au métier de sales en plusieurs formats. Ça peut être en présentiel pendant 4 mois, ça peut être en remote pendant 4 mois ou ça peut être sur la plateforme online. Et de base, effectivement, je suis ingénieur en électronique et informatique industrielle, donc très loin du métier de sales. J'ai bossé pendant 10 ans dans les télécoms. Et puis ensuite, j'ai basculé du côté obscur de la force où je suis arrivé chez Xerox, où j'ai appris le métier de commercial. Ensuite, j'ai travaillé dans une PME pour vendre de la téléphonie d'entreprise. Et puis, j'ai rejoint une start-up qui s'appelle Wisembly, où là, j'ai monté l'équipe commerciale pendant 6 ans avec une dizaine de commerciaux. Avant de rejoindre Iconoclast, il y a maintenant 2 ans, en tant que sales coach. Donc, le sales coach chez Iconoclast, c'est celui qui va entraîner et former les e-commerce, donc les apprenants aux différentes techniques commerciales, les coacher, et puis ensuite, derrière, faire qu'ils soient le plus performants possible à la sortie d'Iconoclast dans leur métier de bizdev. Eh ben dis donc, parcours très impressionnant. Pourquoi tu dis le côté obscur de la force ? C'est une blague qui revient souvent quand on parle de la vente. La vente, c'est le côté obscur ?
Non, c'est que quand j'étais en école d'ingé, tous mes potes disaient ah de toute façon Arnaud c'est le sales, c'est le commercial de base, c'est celui qui a la tchatch, le bagou, donc c'est lui qui va aller faire les prêts devant tout le monde, etc. Et et il y a toujours cette rivalité, en tout cas à ce moment-là, il y a une rivalité entre les ingénieurs et les commerciaux qui vendent des produits qui sont pas forcément réalisables, réalistes, etc. Ou alors le commercial qui dit de toute façon ce que je vends, les techs ils le mettent pas en place, ils arrivent pas, ils sont pas bons, etc. Donc il y avait un peu cette rivalité. Donc c'est pour ça que je parle souvent du côté obscur de la force parce que d'un point de vue ingé, il y a une confrontation à l'époque qui existait que j'essaye de casser dans mon quotidien. C'est vrai que la France, c'est un pays d'ingénieurs, un pays de techniciens et moins un pays de vendeurs. Et c'est vrai qu'on a du mal à casser un peu cette image du vendeur de fenêtre sans aucune, sans être Du vendeur péjoratif de pour les vendeurs de photocopieurs, fenêtre. tu peux le dire. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais plus Ricoh, hein, Xerox, c'est les bons. Ricoh, ils sont mauvais, mais alors Xerox, ça va. Et, Exactement. et du coup, c'est intéressant parce que toi, tu as fait partie de. Tu as été vendeur à une époque où le numérique était beaucoup moins présent dans notre quotidien. Euh, Qu'est-ce que tu constates aujourd'hui justement entre comment on faisait de la vente il y a 10 ans, mais il y a 15 ans, et la vente comme on peut la voir un peu plus maintenant avec les outils Je digitaux? Ouais, je pense que ce qui a changé, la manière dont on vend aujourd'hui, c'est clairement, la quantité d'outils à disposition des sales pour pouvoir, faire leur métier de la manière la plus efficace possible. En revanche, ce que je dis souvent, c'est que, quand je forme, que ce soit, des e-commerce ou que ce soit les équipes commerciales, dans les entreprises, ce que je leur dis souvent, c'est que l'outil n'est qu'un moyen. La méthode, en réalité, elle reste la même. C'est-à-dire que la méthode que moi j'ai apprise il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans, qui existait déjà dans les années 70, très honnêtement, il y a beaucoup de choses qui sont toujours similaires. En revanche, on nous facilite la vie. Je prends un exemple. Quand moi je faisais de la prospection, les premières fois où je faisais de la prospection chez Xerox, j'ouvrais les pages jaunes et je me tapais les pages jaunes à appeler quoi. Bon bah aujourd'hui on a des outils qui vont nous scraper, qui vont permettre d'avoir identifié plus rapidement parmi les 1000 leads qu'on a identifiés, quels sont les 300 leads qui vont être les plus performants, plus pertinents à un instant T. Sur ceux-là, lesquels vont être plutôt adressés d'abord par mail et lesquels vont être plutôt adressés par téléphone, lesquels je vais faire du LinkedIn. Donc en fait, on a aussi la capacité de faire, je pense, plus rapidement, plus efficacement notre métier. Mais la base qui est comment est-ce que je contacte les gens, quels sont les sujets qui vont faire qu'ils vont me répondre ou pas me répondre, quels sont le moyen de faire que demain j'ai une phase de découverte et que je puisse vendre. En fait, tout ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait un énorme changement. Il y a plein de méthodes qui arrivent. Il y a des solutions. On va te parler de Medic, Customer Centrics, de Spin Selling, etc. La réalité, c'est que ça reste des moments où tu as besoin de comprendre qui est-ce que tu as en face de toi et quelle valeur tu vas pouvoir lui apporter. Donc après, ça peut prendre le nom qu'on veut, l'outil qu'on veut ou quoi que ce soit. Je pense que les basiques restent fondamentaux et qu'on nous facilite juste la vie avec plein d'outils et de méthodes différentes. Quand on a préparé l'épisode, tu m'as dit mes deux spécialités, c'est justement le call et la phase de découverte. Est-ce que justement ça te vient pas de ton expérience passée à une époque où pour vendre, il fallait vraiment aller au charbon, au contact des clients sans passer par justement ce que tu disais, des outils qui ont tendance à se transformer un peu en béquilles parfois pour Ouais, compenser le manque de technique. ouais, exactement. En fait, quand je suis arrivé chez Xerox, moi, un prospect ou un client, je savais même pas ce que c'était la différence entre les deux. Et on m'a dit, voilà, tu vas faire de la prospection. J'ai dit, OK, et c'est quoi la prospection? On m'a dit, bah, d'abord, tu vas faire des sessions de prospection physique. Donc, tu vas aller dans la rue, tu vas aller frapper aux portes des entreprises pour leur dire, bonjour, Arnaud Gagne, société Xerox. Euh,
je voudrais savoir aujourd'hui comment vous êtes équipé et si potentiellement je peux vous aider en termes de solutions, d'informatique, machin, etc. Je me suis dit, waouh, 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 ça va être très, très compliqué. Et puis, on m'a donné des objectifs de prise de rendez-vous. Et en fait, j'étais pas bon en prospection physique. Donc, comme j'étais pas bon en prospection physique, il a fallu trouver une autre manière de faire mon objectif en termes de prise de rendez-vous. Et la deuxième solution, c'était la prospection téléphonique. Donc là, je me suis axé à comprendre comment est-ce qu'on pouvait optimiser la prise de rendez-vous pour qu'elle soit la plus efficace possible et forcément optimiser le nombre de calls que je fais pour maximiser le nombre de rendez-vous. Et donc j'ai travaillé avec ça, ce qui fait que j'ai effectivement pas mal bossé cette méthode-là en termes de technique. Aujourd'hui, je pense que j'avais calculé, mais je pense que j'ai fait pas loin de 100 000 calls depuis que j'ai démarré. Et oui, aujourd'hui, ma manière de travailler, que ce soit le call, que ce soit la phase de découverte, etc., clairement, c'est parce que je l'ai appris dans le dur, c'est parce que je l'ai appris dans les moments où j'avais pas d'autre solution que de comprendre la technique pour y arriver, que je sais le faire. Et ce que je dis toujours, vraiment, enfin, l'outil, c'est juste un moyen d'y arriver, mais la méthode derrière, tu parles de béquille, pour moi, c'est plus qu'une béquille, c'est une mauvaise jambe de bois si tu ne connais pas la technique, quoi. C'est un mauvais, en fait, c'est un mauvais calcul que de se dire que tu vas pallier la technique avec l'outil. L'outil permet d'être efficace quand tu maîtrises la technique. Faire du call ou de la prospection mail, mais sans comprendre que la personnalisation est ultra importante dans la manière dont tu le fais, que tu vas devoir travailler sur les enjeux de ton prospect pour qu'il ait un intérêt à t'écouter, très clairement, ça n'a aucun sens. Et à l'époque, quand j'étais pas bon en prospection physique, c'est parce que j'arrivais et que je faisais la même chose que les mecs qui envoient 500 mails d'un coup. C'est qu'ils envoient en disant bonjour, je suis Arnaud Gagne, société Xerox, est-ce que vous avez besoin de moi? Mais la réalité, c'est que tu envoies 500 mails comme ça, où tu passes une après-midi à faire de la prospection physique comme ça ne marchera pas. Donc ton outil, il va pas améliorer ton taux de prise de rendez-vous si la technique au départ est pas bonne. Donc oui, je pense que le fait d'avoir appris dans le dur, avoir appris la technique avant d'utiliser les outils est un avantage aujourd'hui dans ma manière de travailler. Ok. Alors, Arnaud, je vais être honnête avec toi. Moi, j'ai décidé de lancer un podcast pour me former gratuitement, en fait. Donc, j'invite des gens qui sont compétents et je les écoute parler pour me former gratuitement. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de call. Non. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire justement, voilà, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est quoi une bonne technique d'approche à froid, que ce soit par message ou par appel téléphonique? Et on peut traiter les deux sujets séparément si tu penses que c'est pertinent. Alors, sur la partie prospection téléphonique, je pense qu'il y a plusieurs choses. Moi, je vais appeler la phase de préqualification, suivant le business que tu fais, est un bon moyen de maximiser la prise de rendez-vous que tu fais quand tu fais du call call. Ça veut dire quoi? La préqualification, c'est identifier le bon moment pour appeler ton prospect. Je te donne un exemple. Quand j'étais chez Xerox, moi, je prenais les pages jaunes et j'appelais tout le monde. C'est-à-dire que je savais pas si il y en avait un qui était un coiffeur, l'autre qui était, je m'en fichais. J'appelais vraiment tout le monde depuis la lettre A jusqu'à la lettre Z. Et je les appelais, non pas en étant Xerox, mais je les appelais pour savoir aujourd'hui comment ils étaient équipés d'un point de vue informatique. Je le faisais, ça durait 1 minute 30. L'appel, il fallait qu'en 1 minute 30, j'ai identifié comment ils étaient équipés d'un point de vue informatique. Est-ce qu'ils avaient de la location? Est-ce qu'ils étaient en achat? Est-ce qu'ils avaient 3 ordinateurs ou est-ce qu'ils en avaient 200? Donc voilà, j'appelais, j'avais mes 3-4 réponses qui étaient intéressantes pour moi. En fait, ces réponses-là me permettaient de dire, est-ce qu'il y a un potentiel business chez ces prospects-là. Et 10 jours après, là, je faisais ma prospection sur la cible que j'avais identifiée et avec les quelques informations que j'avais, ça me permettait soit de faire un icebreaker, soit de pouvoir leur dire aujourd'hui, je vous appelle parce que vous, je sais que vous êtes équipés comme ça, et c'est ça qui est important pour moi pour vous proposer une solution X ou Y. Et donc, en faisant ça, la préqualification me permettait de maximiser ma probabilité d'y arriver. Ça, c'était la première chose.
La deuxième, c'est la technique en tant que telle. Pendant que tu fais ta session de call, moi, je suis un fervent défenseur de faire du call debout. Pourquoi? Parce que je trouve que l'attitude déjà que l'on a quand on est debout est pas la même que quand on est assise. Donc, je trouve que on a une voix qui porte plus, on a une intention qui est en tout cas plus importante quand on le fait. Et on nous dit souvent le sourire s'entend au téléphone, c'est vrai, mais de manière générale, l'attitude que l'on a au téléphone est ultra importante. Je garde en tête l'objectif de pourquoi est-ce que je fais un call. J'ai un seul objectif quand je fais du call, c'est la prise de rendez-vous. Ne faites pas du call pour autre chose que de la prise de rendez-vous. Ça n'a aucun sens. L'objectif du call, c'est d'abord de faire la prise de rendez-vous. Je vais aller plus loin. C'est un rendez-vous qualifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir à un moment m'assurer que ce rendez-vous-là a un intérêt. Et ça, je le ferai une fois que j'ai pris le rendez-vous. Mais en tout cas, mon objectif, il est très clair. Il faut qu'en moins de 2-3 minutes, j'ai déjà expliqué que je voulais prendre un rendez-vous. Et puis, techniquement parlant, je vais rentrer très vite sur 3 questions. En gros, je dois répondre à qui m'appelle. Parce qu'en général, les gens, ils savent pas, ils voient un numéro inconnu, etc., qui les appelle. Déjà, ils ont, OK, qui m'appelle. La deuxième, c'est pourquoi est-ce qu'il m'appelle? Donc, en gros, pourquoi est-ce que je dois répondre à pourquoi est-ce que moi, en tant que X ou Y, il veut me joindre? Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui fait que je vais l'écouter? Donc, je réponds à ces 3 questions de manière très rapide. Bonjour, Arnaud Gagne, société Iconoclast. Je me permets de vous contacter car en tant que X ou Y, Head of Sales, CEO, DAF, peu importe, je sais que vous avez une problématique qui est celle-là, celle-là ou celle-là. Et en général, j'attends une réponse qui est oui ou non. Si j'ai un oui, très bien, je vais continuer sur la suite de ma discussion. Si j'ai un non, ça va engendrer la discussion. Très intéressant. Aujourd'hui, c'est pas une problématique pour vous, c'est pas un enjeu pour vous. Non, ok, parce que moi aujourd'hui, tous mes prospects ou tous mes clients ont cette problématique-là. Comment vous fonctionnez de votre côté? Et en fait, je rentre dans une discussion qui potentiellement va m'aider à quand même prendre le rendez-vous. Et puis ensuite, la fameuse proposition de valeur qui me permet de dire ça vaut le coup qu'on se rencontre. Cette proposition de valeur-là, moi, je la garde un peu mystérieuse. Quand je vendais, je reprends Xerox parce que ça va être très parlant pour ceux qui nous écoutent, mais quand tu vends de l'informatique ou du photocopieur, expliquer à la personne qu'elle doit te recevoir parce que tu vends de l'informatique ou un nouveau modèle de photocopieur, très honnêtement, tu prends pas de rendez-vous. En revanche, si tu expliques qu'on a mis en place une nouvelle solution qui permet d'optimiser le parc informatique chez tes clients et que ce serait intéressant d'en discuter, tu es suffisamment vaste et flou pour qu'ils se disent ah, potentiellement, ça peut être intéressant pour moi, j'ai peut-être un intérêt à prendre ce rendez-vous-là. Je ne sais pas exactement ce qu'il va me proposer, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Et donc, je Créer. reste sur une... Ouais, vas-y. Ah, c'est un peu l'analogie, créer du mystère, quoi. Tu soulèves un petit peu ta jupe, mais pas trop, quoi. Ouais, je dis pas trop de choses parce que plus je vais en dire et plus je vais avoir un ah non finalement ça ne m'intéresse pas. Très souvent quand je forme sur la partie call, je vois que ce soit des personnes qui en ont jamais fait ou des personnes qui en font depuis très longtemps, je vois un call qui se transforme presque en vente. C'est-à-dire que je suis en train de t'expliquer pourquoi est-ce que tu vas me rencontrer parce que moi j'ai une solution qui fait ça, 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 ça. Mais en fait, si je fais ça, j'ai déjà dévoilé tout ce que je fais sans avoir compris quel était l'intérêt de mon prospect pour ma solution. Et donc, la réalité, c'est que c'est peu intéressant pour le prospect. Il va se dire, bon, bah, ok, c'est à lui de faire le travail, de comprendre en quoi ça va être intéressant. Et la réalité, en call, celui qui on appelle et à qui on demande de faire le travail de comprendre en quoi ce que je propose va être intéressant, très vite, il va nous dire la réponse classique. Merci, je suis déjà équipé, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas de besoin aujourd'hui, etc. Donc, le côté mystérieux évite ce côté-là parce que on tease un peu ce qu'on fait. Et en général, ce qui peut arriver, c'est qu'on nous dit non mais expliquez-moi un peu plus ce que vous faites, j'ai besoin de comprendre, etc. Parfait. Si vous souhaitez en savoir plus, c'est justement l'occasion qu'on se rencontre et que on prenne ce temps d'échange pour en parler un peu plus. Bon, là, on voit que tu maîtrises le sujet à fond. J'ai rien eu à dire pour relancer. C'est exceptionnel. Il faut pas abandonner. Il faut pas s'arrêter à un non. Mais à quel moment tu décides quand même que c'est le bon moment pour t'arrêter?
C'est la question la plus difficile, je pense, en cold call. Il y a deux choses qui peuvent répondre à ça. La première, par expérience, aujourd'hui, quand je coach des personnes sur la partie cold call, pour des raisons techniques, je n'entends pas forcément le prospect au bout du téléphone. En revanche, à ce qu'est en train de dire le sales, je sais quel est le bon moment pour qu'il prenne un rendez-vous. Et donc, il y a une notion de timing dans cette prise de rendez-vous. Et si on est hors timing, en fait, très vite, je sais, OK, ça sert à rien. Hop, next. Il faut passer au suivant. Donc, même sans être dans le call, il y a cette notion de timing à un peu comprendre. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut qu'en moins de 3 minutes, tu aies pris ton rendez-vous. Si ça dure plus de 3 minutes, tu bascules dans la vente. Si tu bascules dans la vente, en fait, tu vas peut-être réussir à prendre un rendez-vous. Donc, peut-être que tu auras eu raison, mais tu auras eu raison une fois sur 100 fois où tu auras eu tort. Donc, en termes de probabilité et de temps passé, c'est pas forcément ce qui est le plus pertinent. Donc, ce timing-là et ce momentum de c'est maintenant qu'il faut prendre le rendez-vous, je pense que c'est un truc qu'il faut essayer de comprendre et d'avoir, notamment par l'expérience. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que un prospect a droit de te dire non. Il n'y a aucun problème. Et franchement, je préfère quelqu'un qui me dit non, mais en fait, j'ai pas besoin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Parce que si il me dit ça, ça veut dire que je raccroche et que je passe à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que je vais être plus efficace que si j'essaye à le tirer en essayant d'avoir absolument le rendez-vous, etc. Un rendez-vous qui sera pas forcément bon, pas forcément positionné correctement, avec pas forcément les bons enjeux en face. Et au final, ça va être un, du temps perdu à l'instant T, deux, potentiellement du temps perdu sur le rendez-vous qui suit. Donc, je pense qu'un prospect qui nous dit non, moi, ça me pose aucun souci. Il me dit non. La seule chose que j'essaie de comprendre, c'est est-ce que demain, vous pourriez me dire oui? Oui, très bien. Qu'est-ce qui fait que demain, vous pourriez me dire oui? Je pourrais vous dire oui quand vous arriverez sur tel timing, sur une solution qui fait ça, ou quand ok, très bien, je prends ces informations-là, et ça va me servir à refaire une prospection peut-être au bon moment avec un bon discours. C'est la seule chose que je fais quand vraiment j'ai un non où je me dis, j'aurais pu avoir peut-être un oui si je forçais. Vas-y, dis-moi, quand est-ce que tu veux me dire oui et pour quelles conditions tu vas me dire oui? Ok, très clair. J'ai noté donc les trois points les plus importants de ce que j'ai retenu de ce que tu viens de nous dire, hein. L'attitude, appeler debout. Moi, ça me rappelle, ça me rappelle un petit peu la manière aussi quand on fait une présentation à un client ou qu'on fait une intervention dans une salle de réunion. Trop souvent, les gens restent assis derrière leur écran et parlent, alors qu'il faut se mettre debout, devant l'écran et jouer avec l'espace, jouer avec l'attitude un petit peu théâtrale. Tu confirmes? Ouais, c'est drôle ce que tu fais quand je suis en rendez-vous. Alors, en rendez-vous purement distanciel, Zoom, Meet et compagnie, c'est plus compliqué. Bien sûr, ouais. En revanche, quand je suis en rendez-vous physique, très souvent, je me lève et je vais au tableau, je vais Et montrer des oui. choses, Mm. etc. Parce que moi aussi, j'ai besoin en fait de cette énergie dans l'échange, dans l'interaction que j'ai avec les prospects. Plus ils sont nombreux et plus je vais avoir tendance à me lever et pas rester assis à mon bureau avec eux en face, etc. Donc oui, je suis d'accord. L'attitude pour moi est ultra importante et je pense que être debout dans tous les cas nous permet aussi de nous affirmer. C'est-à-dire qu'on a une attitude plutôt avenante, plutôt positive, plutôt on va dire d'affirmation dans ce qu'on est en train de faire et donc ça nous aide aussi à convaincre dans ce qu'on est en train de raconter. Le deuxième point, c'était poser la bonne intention, se fixer le vrai objectif, accepter le non. Je suppose que ça enlève aussi une grosse pression quand on se dit, bah voilà, l'objectif, c'est juste d'obtenir un rendez-vous, hein. C'est pas j'appelle pas pour closer le deal. Ça, je pense que ça enlève pas mal de pression aussi, non? Ça, c'est un truc que j'ai appris au tout début. La prise de rendez-vous, c'est le seul objectif du call call. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme j'étais pas bon en prospection physique, ma seule manière de pouvoir faire mes objectifs, c'était d'y arriver par le call call. Et quand j'ai vu que j'y arrivais par le call call, ça voulait dire autre chose. Ça veut dire que
j'avais plus besoin de sortir quand il faisait moins 2 degrés, qu'il neigeait et que c'était la galère pour aller faire de la prospection physique. Moi, je prenais quand même mes rendez-vous au téléphone. Et donc, oui, c'est sûr que ça enlève de la pression. Et ça a un autre avantage, c'est que quand tu as ça en tête, tu comprends que les mathématiques sont avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu en fais, plus tu as de probabilité d'y arriver. Moi, je dis toujours, une session de call call, si vous la faites de 9h à 10h, elle sert à rien. Si vous la faites de 9h à midi, de 9h à 10h, vous êtes en mode échauffement. De 10h à 11h, vous êtes plutôt pas mal. De 11h à midi, là, vous êtes ultra performant. Et ça se voit sur les stats. En général, quand tu fais une session longue de call, la probabilité de prise de rendez-vous, elle est beaucoup plus forte sur la fin de ta session qu'au début de ta session. Pour une raison toute simple, c'est comme un footballeur ou un tennisman quand il s'entraîne au coup droit ou à taper des coups francs. Les premiers coups francs qu'il va taper, il n'est pas forcément chaud, il n'est pas forcément bon, etc. Il va les mettre un peu à gauche, un peu à droite, etc. Quand il en a commencé à en faire 50, 100, le centième est bien meilleur que le premier. Et ben, en call, c'est exactement la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as cet objectif de prise de rendez-vous, tu sais que tu vas devoir en faire beaucoup pour arriver à tes objectifs. Et le fait d'en faire beaucoup fait qu'au début, bah, tu vas être pas très bon et les objections qu'on va te dire, tu vas pas être forcément pertinent, etc. Et à la fin, quand tu as pris 50 fois la même objection, je peux te dire que la 51e fois, tu vas être un peu meilleur que la première fois. Et donc, au final, tu vas maximiser aussi ta prise de rendez-vous de cette manière-là. Donc, il y a plein de choses qui permettent d'être plus efficace. Et du coup, tu m'as un petit peu devancé sur une des questions que je m'étais notée. Et quelle est la routine quotidienne que tu recommandes justement à ceux qui... Alors, quand on est entrepreneur, on doit prospecter un petit peu. C'est pas, ça ne doit pas être le cœur du quotidien, évidemment, mais quand c'est ton métier et tu dis, voilà, tous les jours, tu dois prospecter parce que c'est ton boulot. Je pense au SDR, je pense à d'autres postes comme ça. Qu'est-ce que tu conseillerais justement comme routine quotidienne ou comme façon de retrouver l'envie et de pas trop s'épuiser rapidement, quoi? Je pense que l'organisation de ta semaine en slot, c'est une des manières pour un sales, de manière générale. Un entrepreneur, je pense que c'est encore différent, mais en tout cas pour un sales, vraiment de se mettre des slots de tout ce qu'il doit faire. Un slot de préparation de session de prospection, un slot où il va faire toute la partie recherche d'informations pour être pertinent quand il va appeler ou quand il va faire sa boucle de mail, etc. Tout ça, c'est en fait l'efficacité, elle est liée aussi à la répétition. Celui qui va prendre, par exemple, il va se créer une base de données. J'oublie les notions de scrapping qui existent, etc. Celui qui va faire de la base de données en allant chercher sur LinkedIn, si je lui demande d'aller chercher 3 profils sur LinkedIn et de me dire comment ça marche et les informations importantes, il va prendre, je dis n'importe quoi, il va prendre 2 minutes par profil. Quand il va en faire 50 ou 100, je peux te dire que le 50e, il va mettre 30 secondes à faire parce qu'en fait, il a une routine de ma souris, elle doit être là, je dois cliquer là, je regarde ça. Si j'ai telle information, j'ai tout ce qu'il faut, je clique pour voir les posts. Et en fait, tout ça, ça va devenir beaucoup plus rapide. Et donc, forcément, il sera beaucoup plus efficace en termes de quantité réalisée sur le fait qu'il l'ait fait sur un slot relativement long. Et de manière générale, un sales qui fait des rendez-vous, s'il fait un rendez-vous à 9h, 10h, ensuite il retourne au bureau, il fait de la prospection de 10h30 à 11h30, ensuite il se fait une préparation de session de 11h30 à midi et demi, etc. En fait, il est tout le temps dans le moment où il n'est pas le plus efficace. Il est juste dans l'échauffement à chaque fois. Et la réalité, c'est que je pense qu'on est moins bon en échauffement que quand on a fait quand on a fait 3 heures d'entraînement. Donc pareil, tu veux faire du rendez-vous, mets-toi des slots de rendez-vous et fais 3 rendez-vous d'affilée. Ton 3e rendez-vous, il sera bien meilleur que le premier. Tu seras plus épuisé, mais il sera bien meilleur. Ça marche. Est-ce qu'on obtient des rendez-vous par mail, par message? Est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce que le Oui. call... Non. Alors, le call, moi, ça reste
mon outil préféré de prospection. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes que tu peux pas toucher directement en cold call, qui vont te demander un effort très important. Donc, il y a des solutions comme le mail automation, comme les outils de LinkedIn, etc., qui sont ultra efficaces. La seule chose par rapport à ça, le seul bémol que je mets, quelle que soit la technique, évitez d'avoir qu'un seul canal de prospection. Multipliez vos canaux. Des gens que vous n'avez pas au téléphone, ça ne veut pas dire que par mail, ils ne vont pas vous répondre. Des gens que vous n'avez pas par mail, ça ne veut pas dire que sur LinkedIn, ils ne vont pas vous répondre. Donc, multipliez les points de contact, multipliez les canaux de contact. C'est la meilleure chance que vous ayez de pouvoir réellement pouvoir discuter avec quelqu'un. Il y a une stat, je ne sais pas si elle est toujours valable, mais on dit que pour arriver à avoir quelqu'un, en moyenne, il faut 11 points de contact. Donc 11 points de contact, si tu fais que du call, très honnêtement, la probabilité d'avoir quelqu'un et de devoir l'appeler 11 fois, en fait, c'est super long. En revanche, tu fais un peu de mail, un peu de LinkedIn, un peu de cold call, les 11 fois vont arriver beaucoup plus vite. Ils vont se faire pendant que toi, tu fais autre chose, notamment avec mail et LinkedIn. Ben, très bien. Et au final, tu as maximisé tes probabilités d'y arriver. Ouais, je sais, je relisais tes posts pour préparer l'épisode. Tu disais dans un de tes posts que la plupart des commerciaux abandonnent à la première relance. Et en fait, le rendez-vous se déclenche après 6 ou 7 relances. Ouais, exactement. Quel que soit le canal, effectivement, si je l'ai pas la première fois, franchement, retenter, 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 ça fait partie de la résilience d'un sales, c'est ultra important. C'est savoir revenir alors qu'on nous a dit non plusieurs fois, qu'on nous a pas répondu, que ok, il y a aucun problème. Franchement, mettez-vous juste à la place de vos prospects. Quand à un moment on vous contacte, que pour une raison X ou Y, vous êtes en réunion, c'est pas le bon moment, vous avez un autre sujet en tête, etc. Ce qui peut être franchement dans 98% des cas le cas, forcément, vous n'arrivez pas au bon moment et donc la probabilité d'avoir un non est très très forte. En revanche, le fait de multiplier ces actions-là, oui, ça va maximiser la probabilité d'avoir ce rendez-vous qui est ce que vous attendez et en plus d'avoir un rendez-vous qui soit efficace. Celui qui vous dit oui, à un moment, il vous dit pas oui juste pour vous faire plaisir. Il se dit, OK, il y a un truc, il y a un sujet, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce qu'on m'a dit. Je dis toujours, hein, quelqu'un qui vous réponde oui ou qui vous réponde non, par mail, par LinkedIn ou par call call, en fait, la personne, elle a pris du temps pour vous répondre. Il y a quelque chose. Il y a forcément un échange que vous pouvez engendrer dans cette discussion-là, qu'elle soit pour vous dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vous dit non, ou au contraire, si on vous dit oui, quelles sont les raisons pour lesquelles on est en train de vous dire oui, quoi. J'interromps l'épisode pour vous laisser souffler après ces conseils en or. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour recevoir d'autres conseils toutes les semaines dans votre boîte aux lettres. Allez, on retourne avec Arnaud. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, Arnaud, aujourd'hui. Il y a un pain point qui revient très souvent au niveau des ingénieurs commerciaux, notamment. Souvent, ils se plaignent qu'on leur fait chiffrer à tout le monde, un peu à tout et n'importe quoi même, qui débite de la proposition ou des devis à la chaîne, et que finalement, cela engendre quand même beaucoup de frustration parce que, évidemment, le hit rate n'est pas bon. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau justement de la qualification et toi, ce que tu appelles le scoring justement? Ouais, plusieurs choses. Sur la partie, sur la partie prise de rendez-vous, pour éviter d'avoir des rendez-vous qui engendrent une proposition pour juste avoir une propale et faire juste de la veille, etc. La préqualification, enfin la qualification du rendez-vous est pour moi ultra importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où j'ai le rendez-vous, que ce soit quel que soit le canal de prise de rendez-vous, je vais devoir échanger avec mon prospect pour comprendre en gros quels sont les critères aujourd'hui qu'il a qui font que c'est intéressant pour lui qu'on se rencontre. Donc je vais lui poser quelques questions
qui vont être un peu une mini découverte, un truc assez rapide en quelques questions. C'est 3-4 questions qui vont juste me permettre de comprendre si oui ou non ça a un intérêt réel pour lui qu'on se rencontre et forcément pour moi. S'il n'y a pas d'intérêt, je vais moi-même décider d'annuler le rendez-vous. Et je vais lui dire, en fait ce que vous êtes en train de me dire, je ne vais pas pouvoir y répondre ou en tout cas je pense que c'est pas le bon moment pour qu'on se rencontre. Ça a 2 intérêts. Le premier, c'est que lui il se dit waouh, c'est quali, celui qui est capable de me dire que ça a pas d'intérêt. Franchement, c'est cool. Je vais pas perdre du temps alors que c'était son but d'avoir un rendez-vous avec moi. Il est en train de me dire que finalement c'est pas intéressant. OK. Ça va me permettre la fois où je reviens d'être encore plus efficace en lui disant maintenant je pense que c'est le bon moment pour qu'on se rencontre. Donc là, on va mettre du poids dans un prochain rendez-vous. Deuxième chose, je vais éviter d'avoir des rendez-vous qui sont des rendez-vous que moi je vais appeler des rendez-vous café, des rendez-vous qui servent juste à échanger, discuter et potentiellement envoyer une propale qui n'a aucun sens. Et la deuxième, le dernier point, c'est que en général, les rendez-vous que j'ai, ça veut dire que c'est des rendez-vous sur lesquels il y a un réel intérêt. Ça, c'est la partie qualification, et qu'ensuite, je dois confronter et valider au moment où je suis en rendez-vous avec le client. Ça veut dire que dans ma phase de découverte, je vais devoir être extrêmement pertinent dans mes questions et dans ma découverte pour être sûr qu'il y a un intérêt à faire une proposition. Ça m'arrive régulièrement d'avoir des prospects sur lesquels on est persuadé, lui et moi, qu'il y a un intérêt. Et dans la discussion, en fait, on se rend compte que ça va pas matcher. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, c'est trop près, c'est trop tôt, c'est pas assez structuré chez eux, etc. Il y a aucun problème. Mais en revanche, ça veut dire que je vais pas te faire une propale aujourd'hui. Ça veut dire que c'est pas le bon moment. Et je vais pas faire une propale pour faire une propale. Je vais faire une propale pour qu'elle aille jusqu'à la signature. Ça veut dire que au moment où en général, on me dit, est-ce que vous pouvez me faire une proposition? Très bien. Sur le principe, je peux vous faire une proposition. Mais c'est quoi la suite pour qu'elle aille jusqu'au bout, cette proposition? Comment est-ce que vous voulez faire? C'est quoi les next steps que vous voulez avoir? Si c'est juste avoir cette proposition-là et on va regarder et on décidera si oui ou non on avance, je vais pas te faire de proposition. Ça n'a aucun sens. En revanche, si tu me dis non, mais la proposition, j'en ai besoin parce que c'est ce qui va me permettre d'aller en comité de direction, présenter et expliquer pourquoi on a besoin de ça et faire valider la proposition, je sais qu'il est déjà dans mon camp. Il est déjà en train de se dire, OK, on va avancer dans cette proposition. C'est pas la même chose que, ouais, il est dans la projection. Exactement. Il est dans la projection. En général, il y a un ou plusieurs pains qui sont importants pour lui et sur lesquels j'ai une vraie valeur ajoutée à lui proposer. Si je me rends compte que c'est trop faible la valeur proposée par rapport au budget que je vais sortir, très honnêtement, je sais que ma propale, elle n'ira pas au bout. Il y a une stat que j'aime bien. On dit que un devis est intéressant et est à faire s'il représente moins de 10% du gain estimé. C'est-à-dire que si je te vends 10 000, il faut que tu puisses estimer 100 000 de bénéfices derrière. Sinon, ça va être compliqué pour toi de dire oui sur ma proposition. Ça, c'est un rate qui est intéressant, notamment pour pouvoir pricer sur des solutions qui ne sont pas forcément pricées de manière unique. Et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce ratio-là en tête quand on fait des propales. Ok. Et j'imagine que pour optimiser ton scoring, il faut déjà que tu saches à l'avance quels sont tes critères d'acceptation ou tes critères de no-go. Qu'est-ce que tu suggères là? C'est de se réunir de l'équipe commerciale et d'établir une grille commune. Ouais, j'ai plusieurs choses pour faire ça. Je pense que comprendre sa base client, c'est ultra important. Alors quand on démarre, c'est compliqué. Donc quand on démarre, on le fait un peu au doigt mouillé en se disant bah c'est plutôt des prospects qui sont comme ci, comme ça, qui ont telle problématique, qui ont tel KPI, etc. Donc on va le faire de manière un peu intuitive. Et puis plus on va vendre, plus on va avoir une base client importante, plus on va pouvoir le faire sur des KPI qui vont être purement objectif et pas subjectif comme au début. Donc, tu fais référence notamment à un fichier que j'ai construit qui permet d'identifier ses clients gold, silver et bronze, c'est-à-dire dans l'intégralité des clients que j'ai, je vais prendre des KPI qui sont des KPI purement objectifs. Donc, je te donne un exemple. Le panier moyen, le délai de closing, le pourcentage d'upsell ou de cross-sell que je fais, le nombre de deals que je fais avec ce client-là, le montant global qui a été généré par
ce client depuis qu'il est client. Et en fait, une fois que j'ai toutes ces informations-là, ben là, c'est scoré individuellement. Chaque item est scoré non pas dans le client en tant que tel, mais par rapport à l'intégralité des autres clients. Est-ce que et là, on va faire des trucs type loi de Pareto, est-ce qu'il est dans les 80-20, etc. Et en fait, quand on fait ça, ben, on fait ça sur tous les items. Ça s'appelle l'ABC croisé. Hein, c'est des trucs au départ un peu marketing, etc. Mais qu'en réalité, on dépile côté sales. Et en faisant ça, bah, tu vas scorer tes clients et tu vas dire, bah, en fait, mon client Gold, il est plutôt comme ci, comme ça, comme ça. Et ça va t'aider aussi à identifier tes prospects. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à des critères que tu vas définir, qui eux sont des critères liés à tes prospects, est-ce que c'est une grande entreprise? Est-ce que c'est plutôt une start-up? Est-ce que c'est une PME? Est-ce qu'ils ont des problématiques de recrutement? Est-ce qu'ils ont des... J'en sais rien. En tout cas, tu vas avoir des indicateurs clés sur tes clients Gold et, et tu vas t'orienter sur tes prospects en disant, bah, je vais plutôt aller chercher des prospects qui ressemblent à mes clients Gold plutôt qu'aller chercher des prospects qui ressemblent à mes clients Bronze, qui sont des clients à moins fort potentiel que les clients Gold. Et donc, ça te permet aussi, quand tu es en rendez-vous, bah, d'identifier si la personne que tu as en face, elle est plutôt à potentiel Gold ou si elle est plutôt à potentiel Bronze. Ouais, et je pense aussi, je pense aux gens dans l'industrie, dans des grosses structures. Formalisez votre go-no-go par une grille qui est validée par tout le monde. Ça permet aussi de dépersonnaliser la décision du non. Moi, je reprends un peu ce que je voyais. J'étais dans l'industrie lourde, hein, on vendait des équipements à plusieurs millions. Quand il faut dire non à un client ou non, je participe pas à ce bid, vous allez subir des pressions énormes de gens qui sont pas dans la vente, de gens qui ont toujours un avis sur tout. C'est comme sélectionneur de l'équipe de France, tout le monde a un avis sur tout. Et là, il faut dépersonnaliser la décision. C'est-à-dire que quand un Total vient vous voir pour dire chiffrez-moi ce compresseur et que vous dites bah non, là on va pas répondre à votre appel d'offres Monsieur Total et qu'il y a 10 personnes de chez Total qui appellent 10 personnes chez Monsieur X pour vous dire mais il me faut un devis parce que j'ai besoin de 3 devis et que là ils vont pousser très fort pour obtenir votre proposition qui va vous coûter 3 mois de travail. Si vous dites bah non, c'est Mathieu Poulain ou Arnaud Gagne qui a dit on chiffre pas, il y a un no-go, bah, ça va souffler fort. Par contre, si vous dites bah non, excuse-moi, on a établi une grille de scoring et là le score il est pas bon et donc on n'y va pas quoi. Ouais, Ça tant que va vous vous n'avez aider. pas tel ou tel critère, en fait, nous, on peut pas y aller parce que Ouais. chez nous, ça rentre pas dans notre grille qui dit que on va prendre du temps pour travailler avec vous, quoi. Exactement. Ouais. Super. Il y a une autre facette de ton quotidien, Arnaud, que j'aimerais qu'on aborde avant de... Parce que l'heure tourne, mais c'est passionnant de t'écouter. Je sais pas combien d'heures tu as booké, mais probablement pas 3-4 heures, donc on va essayer de tenir la montre. Aujourd'hui, tu as été dans ton passé, tu as été manager de vente. Aujourd'hui, même chez Iconoclast, tu es responsable de country. Donc, au niveau du management des vendeurs, justement, quelles sont les best practices que tu donnerais pour réussir son management d'équipe de sales quand on débute dans le métier par rapport à l'établissement de KPI, de target, à quelle fréquence rencontrer tes vendeurs, tu vois, des petites choses comme ça. Ouais, là, j'ai appris sur le tas. Et notamment avec pas mal d'erreurs. Je pense que dans les erreurs à ne pas commettre, faire un mauvais onboarding de tes équipes, ça c'est un point primordial. Ça veut dire savoir sur quoi tu veux les former, sur quoi tu veux les on va dire leur donner toutes les clés pour qu'ils puissent travailler le plus efficacement possible. Typiquement, je prends l'exemple dont on parlait tout à l'heure, le fait d'avoir des slots, d'avoir une semaine type, etc. Pour certains, c'est pas évident. Si tu leur donnes cette grille d'information et de lecture de leur emploi du temps, ça va les aider. Ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de tous les suivre, etc., même si je pense que c'est plus intéressant quand tout le monde fonctionne de la même manière. Mais en tout cas, dans l'onboarding, il y a un vrai travail. Le deuxième, c'est ne pas arrêter de former les équipes sales. En fait, euh, je vais prendre un parallèle. Tous ceux qui font de la conduite, qui sont conducteurs depuis 10 ans, je pense que on a tous la réalité de je conduis pas comme j'ai appris. Ça ne veut pas dire que je conduis mal, mais en fait, j'ai pris plein de petites mauvaises habitudes qui font que bah,
potentiellement, je suis pas si bon conducteur que je pourrais l'être. Ça, je l'ai appris en arrivant chez Iconoclast. Je l'ai appris en arrivant chez Iconoclast parce qu'en fait, j'ai dû former des gens, mais vraiment de A à Z. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est important pour eux? Et donc, j'ai repris toutes les bases. Et en reprenant les bases, je me suis rendu compte qu'il y a plein de petites choses que je faisais plus, moi, en tant que sales, parce qu'à un moment, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je sais faire, j'ai plus besoin de le faire, machin. La réalité, c'est que je suis persuadé que c'est ultra important. Je dis aux gens que je forme que c'est ultra important. Bah, fais-le toi dans ton quotidien. Et aujourd'hui, je suis un meilleur sales que je n'ai été précédemment, notamment parce que j'ai repris des bonnes habitudes que j'avais perdues. Donc, je pense que former ces équipes de manière régulière sur plein de sujets, ça permet de garder un peu cette expertise et revenir finalement enlever certaines mauvaises habitudes qu'on peut avoir. Et puis après, je pense que faire des rendez-vous en shadowing avec ses équipes, c'est ultra important. C'est garder garder un œil sur le business quotidien, être là avec eux et pas juste faire des revues de pipe le vendredi en disant vas-y comment ça s'est passé ta semaine, c'est quoi tes rendez-vous, etc. Allez en rendez-vous avec eux, allez voir ce que c'est la réalité du terrain, confrontez-vous avec eux. Les retours peuvent être ultra intéressants. Donc je pense que ça, c'est primordial pour un manager de continuer à le faire. Je dis pas de le faire tout le temps, hein, mais en tout cas d'aller faire quelques rendez-vous et pas que les rendez-vous importants. C'est cool d'aller sur les gros rendez-vous, etc. Et là, en général, on est sollicité. Mais en revanche, regarder l'agenda et se dire, ok, tiens, mardi prochain, je viens avec toi sur ce rendez-vous-là. J'ai envie de voir comment ça se passe, Ouais. etc. Et pas pour mettre la pression aux sales, hein, c'est pas le but. Le but, c'est je veux voir comment ça se passe, je veux rester ancré à la réalité et pas juste avoir le truc de mon bureau et de dire il te manque 3 aux portes dans ton pipe pour qu'il soit efficace quoi. Donc voilà et puis après des KPI plus vous avez de KPI plus je trouve que c'est facile de savoir où vous en êtes et si on est la team est dans la bonne dynamique, s'il y a des choses qui vont pas, où est-ce que de manière générale on peut aller travailler, et puis ensuite de manière individuelle. Je prends un exemple, j'ai un pipe et je me rends compte que mon taux de prise de rendez-vous est pas ouf de manière générale par rapport à la stat que je voudrais. Je dis n'importe quoi, je prends deux rendez-vous sur 100 calls et ma stat, c'est je voudrais en avoir 6 ou 7. OK, donc je suis pas bon. Euh, Ça, je l'ai de manière générale. Et puis ensuite, de manière individuelle, je vais me rendre compte que Mathieu, lui, il prend 8 rendez-vous. En revanche, j'ai Sylvie et Jean-Paul qui, eux, en prennent entre 0 et 2 suivant les sessions de call. OK, je vais aller voir Mathieu pour comprendre pourquoi est-ce que lui, il y arrive, qu'est-ce qu'il fait de différemment, etc. Et puis, je vais aller aussi aider ceux qui sont plus loin dans les KPI pour améliorer finalement l'équipe au global. Un super onboarding, de la formation continue, du shadowing, du benchmark entre les membres de l'équipe, ça occupe pas mal. Par rapport au shadowing, comment tu fais comprendre aux sales justement que ce qu'on voit beaucoup chez les commerciaux, c'est quand même des personnalités fortes et surtout c'est les seniors, ils vont dire oh là là, moi le micromanagement, non merci. Comment tu leur expliques justement que shadower un rendez-vous client, c'est pas faire du micromanagement? Comment tu leur expliques que la formation continue pour les sales, c'est quand même une des seules professions où on ne fait pas de formation continue. C'est-à-dire qu'on a un gros problème d'ego où les gens, moi, enfin là, je vais même aller plus loin. Je vais dire, moi, si tu poses la question aux ingénieurs qui sont aux ingénieurs commerciaux, ils n'ont pas de problème. C'est tous des super vendeurs. 99% des ingénieurs commerciaux n'ont aucun problème quand tu les consultes. C'est-à-dire que eux, la vente, c'est facile. Par contre, quand tu parles de qualif, d'entretien de découverte, de cold call, etc., il n'y en a pas un qui est capable de te donner une technique. D'accord? Donc, on a quand même un gros problème d'ego dans la vente. Comment tu expliques? Non, mais c'est vrai, je te vois rire parce que là, on est à les caméras, t'es mort de rire. Ouais, parce que c'est tellement T'as vrai. un droit de réponse. Non. Alors, je pense que la première chose, c'est que par rapport au shadowing, c'est expliquer, peu importe avec qui tu vas, que c'est autant pour lui que pour toi.
Vraiment. En plus, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas pour faire du micromanagement. C'est fait pour, mec, comment est-ce qu'on fait pour que demain ce soit encore mieux, quoi. Et c'est valable pour moi, manager. C'est-à-dire faire que la manière dont on va le vendre, les techniques qu'on va mettre en place, les process qu'on a établis, les KPI qu'on a définis pour dire si c'était un bon deal ou un mauvais deal, c'est des choses qui peuvent évoluer. Donc forcément, c'est le shadowing a cet intérêt-là de manière générale pour l'équipe. Et puis ensuite, individuellement, euh, franchement, la réalité, demain, tu me dis que moi, je peux m'améliorer et qu'il y a quelqu'un qui vient me superviser pour voir un peu comment je fais. Franchement, c'est con de pas se dire oui, bien sûr, banco, quoi. Moi, franchement, si j'ai des trucs à apprendre, mais au contraire, je suis preneur. Et moi, j'apprends aujourd'hui tous les jours dans mon métier. J'apprends même de personnes qui ont pas un bagage sales de dingue, mais qui vont avoir une idée, une manière de faire, un tips que j'avais pas forcément identifié. Et je vais me dire, ah ouais, putain, ça c'est cool. Ça c'est le petit truc, j'y avais pas pensé, mais quand je le vois, je me dis que c'est cool. Bah, je suis meilleur aujourd'hui qu'hier. Tant mieux. Franchement, tant mieux. Et je trouve que l'ego a une tendance à faire baisser la qualité de ce qu'on fait au lieu de se dire, vas-y, je mets l'ego de côté. Et au contraire, mon but, c'est d'être meilleur demain. Et je prends tout ce qui est bon à prendre pour que je sois meilleur demain, quoi. Ouais. Ouais, carrément. Ouais. Et du coup, toi, en tant qu'head of sales, tu gardes quand même des clients à toi pour garder être chaud, ou tu dis non, non, moi je manage et comme tu dis, j'organise, etc. C'est un peu le. Moi, je l'ai fait, hein, j'ai fait du management je gardais un ou deux ou trois clients chauds déjà parce que j'aimais bien, parce que je voulais être sûr de ramener des affaires et puis j'avais pas envie de les donner. Et puis, tu vois. Ouais, j'ai fait les deux. J'ai fait des moments où j'avais pas de clients et des moments où j'ai conservé des clients. Je trouve que c'est cool de garder des clients parce qu'en fait, on a une âme de sales chez nous et que la réalité, c'est que c'est cool de pouvoir quand même traiter des clients. Ça permet de, là, garder un œil réel sur le terrain, non pas d'un point de vue manager, mais d'un point de vue sales. En gros, ce que je demande à mes équipes, est-ce que réellement, là, aujourd'hui, je suis pas en train de me fourvoyer et de me dire, ouais, ouais, bien sûr que ça doit fonctionner. Et puis, la réalité, c'est que moi, je galère au quotidien avec mes clients. Donc ça permet ça. Le problème, c'est quand ton équipe, elle grandit, quoi. Quand ton équipe grandit, c'est de plus en plus difficile de conserver ne serait-ce que un ou deux clients parce que ça demande du temps, ça demande voilà. Donc moi, j'ai tendance à vouloir le faire. Tu vois, encore aujourd'hui, je suis en tant que country manager, il y a des sales au sein d'Iconoclast, des sales coachs qui font de la formation d'équipe B2B. Je conserve ce côté sales aussi et j'ai des clients et je vais faire le maximum pour essayer de conserver quelques clients ou prospects à convertir en clients le plus longtemps possible parce que ça va me permettre de garder ce lien avec la réalité. Ouais, et faut pas que ça devienne aussi une façon de fuir ses responsabilités de manager. Enfin, quand tu es manager et que tu gardes, t'as 80% de ton temps, c'est de t'occuper de clients, ça veut Ouais. dire que t'as raté ta La, vocation. la réalité, c'est que ça doit prendre 5% de ton temps. Hein. C'est cherry on the cake, quoi. C'est cool. C'est le petit truc qui nous fait kiffer. Mais c'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on fait au quotidien. Et le quotidien, là où moi je prends le truc qui me fait, je pense, hein, quand on est manager, c'est de dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour emmener une équipe d'un point A à un point B et faire que dans la difficulté, on y arrive tous. Dans la difficulté, on s'améliore. Dans la difficulté, on trouve des axes d'amélioration et on réussit à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, voire les dépasser. Et c'est ça, moi, le vrai kiff, il est là. Mais il y a cette petite âme de sales là qui est toujours là et qui me dit, ouais, c'est quand même cool de signer un devis, quoi. Ouais, carrément. Bah, ouais, l'adrénaline ou la dopamine, je sais pas comment tu l'appelles. Ouais, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a un truc qui marche quand on vend, ouais. Ouais, c'est ça. On va arriver au bout de cette émission. J'avais une petite question pour toi par rapport à ton parcours. J'ai regardé, tu as fait une petite période de conseil et après tu es parti chez Iconoclast. Est-ce que c'est le parcours classique? On fait de la vente, on est bon, on devient head of sales. Après, on se lance dans le conseil pour une raison X ou Y. Et puis toi, tu décides de rejoindre
Iconoclast derrière, de retourner dans une structure, de quelque chose de plus organisé, qui t'offre un nouveau parcours. Qu'est-ce qui t'a décidé à rejoindre cette aventure, justement? Non, en fait, c'est pas tout à fait comme ça. Le conseil est arrivé par nécessité plus que par volonté. En fait, j'avais une idée qui était si demain je quitte Wisely, c'est pour faire un truc qui donne du sens dans ce que je suis en train de faire au quotidien. Et je trouve que forcément avoir sa structure, ça donne du sens dans ce que tu fais tous les jours. Donc j'avais cette idée-là en me disant si je quitte, c'est potentiellement pour monter quelque chose. Qu'est-ce que je sais faire? Je suis pas bon pour inventer un produit. En revanche, là où je suis bon potentiellement, c'est sur la partie sales. Donc ça veut dire que je peux amener de l'expertise là-dessus à des gens qui en ont besoin. Donc c'est arrivé de cette idée-là. Et en réalité, c'est arrivé en parallèle de la proposition de Marie de la rejoindre. Et comme c'était au tout début d'Iconoclast, le deal qu'on a trouvé, c'est qu'en réalité, je bossais pour Iconoclast en parallèle de la partie conseil pour que d'un point de vue business et rémunération, on puisse s'y retrouver, quoi. Et donc le deal, il était là au tout début, mais c'était pas du tout une volonté absolue que de passer par le conseil. C'est plus l'opportunité qui a fait que ça s'est fait de cette manière-là. Ah, Je pense que c'est intéressant de passer par cette phase à un moment. Je vais me confronter tout seul là à un business. Je vais voir comment ça marche et ça veut pas dire que ça doit durer des années, mais en tout cas, voilà, je me confronte, j'essaie de voir un peu ce que c'est, et puis ensuite je vais rejoindre une structure où il y a, déjà moi j'aime pas bosser tout seul, donc ça c'est la première chose. J'ai envie de bosser avec des gens, avec du monde autour de moi, etc. Et me retrouver tout seul chez moi, c'est un truc qui est pour moi pas vraiment envisageable. Et puis la proposition de bosser avec Marie, 2 pour un projet qui a énormément de sens pour moi, c'était top. Donc voilà comment s'est fait l'histoire. Ouais, non, j'adore. Je pense que effectivement, c'est une expérience à vivre. Il y en a pour qui ça convient, le freelancing, le conseil, l'auto-entreprise. Mais c'est pas un but en soi. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est pas un but en soi. On accomplit des grandes choses à plusieurs, et que si on n'est pas heureux dans son job actuel, c'est pas forcément parce qu'on est dans une entreprise, c'est parce qu'on n'a pas trouvé chaussure à son pied par rapport à son objectif professionnel. Parce que je dis ça parce que je vois passer sur LinkedIn beaucoup de posts en disant les gens sont malheureux à leur travail, l'avenir c'est solopreneur, montez votre boîte de toute façon, etc. Ouais, je pense que ça nourrit aussi les gens qui veulent vous vendre quelque chose par rapport à devenir auto-entrepreneur, etc. Mais je pense qu'effectivement, l'entreprise, c'est beau aussi. On accomplit des belles choses à plusieurs. Arnaud, écoute, je pense que on va arriver au terme de l'épisode. Je te remercie beaucoup pour tous tes conseils. C'est moi. Merci beaucoup, monsieur. Je vais pouvoir revendre cet épisode quelques euros, des milliers de fois sur Internet. Parce Avec que plaisir. là, c'est un webinaire gratos, mais c'est un vrai cours, quoi. Donc voilà, merci. Tu viens de me faire la base de mon solo business. On en reparlera pour les royalties, t'inquiète. Non, mais c'est prévu. Super, merci Arnaud. Merci à toi, merci Mathieu. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de System Sales. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et un petit commentaire. À bientôt.